Voilà, on va parler cette fois-ci de l'économie informelle, comment formaliser cette économie quand on sait que plus de 80% de l'économie congolaise est informelle. Et là, c'est un manque à gagner pour l'économie de la République démocratique du Congo. On continuera toujours à se plaindre, le pays n'avance pas, parce qu'il y a cette question qui nécessite vraiment de trouver une réponse adéquate. Alors, nous recevons pour vous un analyste, économique aussi. Lui, il s'appelle Monsieur Lambert Tamboué. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Jean-David. Alors, l'économie de la RDC, tel que je l'ai dit dès l'entame, plus de 80% se trouve dans l'informel. Il faut beaucoup d'efforts pour formaliser cela. Il faut beaucoup d'efforts, évidemment. Le paradigme de l'économie congolaise doit changer. Et comment cela peut changer? Il faudrait qu'on envisage des réformes. Et s'il n'y a pas de réformes économiques, on va continuer comme ça. Le problème que vous soulevez, c'est un problème qui date depuis les années 60, après l'indépendance. Donc, notre économie a le caractère extraverti au fait. Nous avons une économie qui tourne vers l'extérieur. Donc, lorsque l'économie est tournée vers l'extérieur, nous ne pourrons qu'avoir des problèmes si l'extérieur a aussi des problèmes, parce que nous dépendons d'eux. Notre économie est basée essentiellement sur le secteur minier. D'ailleurs, c'est à 70% basé sur les secteurs miniers. Or, vous connaissez que les minerais que nous extrayons au Congo, c'est pour alimenter les marchés internationaux. Nous ne les consommons pas. Et il suffit que la cour de ces minerais baisse au niveau international, notre économie en pâtit tout de suite. Voilà comment nous sommes frappés de plein fouet. Donc nous sommes, je dirais même, triplement extravertis. D'abord, nous produisons pour l'extérieur et nous consommons ce qui vient de l'extérieur. Donc, nous produisons pour l'extérieur, c'est-à-dire l'extraversion, et ce que nous consommons vient encore de l'extérieur. Donc, nous n'avons pas le patriotisme économique. Donc, alors, nous maintenant, dépendons de l'informel, l'extérieur. oui, c'est bien, parce que 80%, mais vous ne voyez pas que cette population a besoin de vivre dans l'informel, d'autant plus qu'il y a moins de tracasseries, qu'il y a moins de stress. Ils préféraient être dans l'informel parce que dans la formalisation, il y a beaucoup de documents, beaucoup de choses, et les gens, ils vivent comme ça. Évidemment, nous avons plus de 80% de nos entreprises qui sont dans les secteurs informels. La fois dernière, nous avions consulté les annales de l'Institut national de statistique du Congo. Ils ont eu à faire des recensements des entreprises et ils ont trouvé sur les 100% d'entreprises recensées, seuls 0,4% détenaient tous les documents. 0,4%. 0,4%. Par ricochet, plus de 99% d'entreprises congolaises ne détiennent pas les documents. Alors qu'il fait Donc, l'AFP, qui fait d'autres services de l'État. Ils ne sont pas répertoriés. Tout ce qui contribue au budget de l'État, c'est les 0,4% d'entreprises. Alors que la plupart d'activités pullulent tout simplement dans l'informel. Ça revient maintenant à l'État congolais d'envisager des mesures incitatives pour faire sortir ces entreprises de l'informel. Je l'avais dit l'autre fois qu'on ne peut pas prétendre terminer tous ces problèmes de l'informel parce que même à l'étranger, en France, aux États-Unis, les secteurs informels existent. Au moins, si nous allons diminuer sensiblement leur nombre et les formaliser, ça sera une bonne chose. Parce que, M. Jean-David, vous devez aussi le savoir que si plusieurs entreprises préfèrent être dans l'informel, c'est parce que dans le secteur formel, il n'y a pas de mesures incitatives. Il faut quoi? Vous avez dit tantôt, les tracasseries d'ordre fiscal. Il faut quoi? La lourdeur de l'administration pour obtention des différents agréments par-ci par-là. L'administration
est tellement lourde, il fuit la multiplicité aussi des taxes ou des impôts voilà, ou autre chose. Le surtaxe, en fait. Il fuit tout ça parce que quand il est à l'informel, il mène son activité sans beaucoup plus de dépendance. Mais une fois que l'État crée des mesures incitatives, c'est-à-dire on peut penser à la franchise fiscale pour des nouvelles entreprises. On vous dit par exemple que pendant 2 ans, 3 ans, vous allez évoluer sans impôt. Les Singapour en a fait. Aujourd'hui, on ne peut pas se comparer au Singapour. Les Émirats arabes unis en ont fait. On ne peut pas se comparer à eux, alors qu'il y a 20 ans, si on recule, ils n'arrivaient même pas à nous conquérir. Mais ils ont opté pour la franchise fiscale. Rien que la franchise fiscale a fait de Singapour ce qu'il est, a fait des Émirats arabes unis ce qu'il est. Tenez, les opérateurs économiques suivent leur rentabilité. Et une fois le climat des affaires est morose, ils vont venir, ils vont se bousculer à la porte de la RDC. Je l'ai toujours dit, ça ne sert à rien de papillonner le monde pour aller chercher des investisseurs ici et là, alors que notre code des investissements a encore beaucoup de problèmes. Il faudrait que l'État puisse s'y pencher, c'est-à-dire en créant de bonnes conditions, et les opérateurs économiques vont venir d'eux-mêmes parce qu'ils sont à la recherche de là où le climat est morose pour eux. Donc jusque-là, c'est le climat des affaires qui n'est pas propice. Jusque-là, le climat... Tenez, nous avons des minéraux, nous produisons des cobalt, nous produisons tout ce que vous connaissez comme minéraux. Alors que ça doit quitter le Congo pour aller... c'est des matières premières pour leurs usines, par-ci, par-là. Vous voyez les coûts d'importation pour eux et les coûts de transport, tout et tout. Ils préfèrent importer plutôt que de venir installer leurs usines là où on produit la matière première. Normalement, ça allait leur être avantageux d'installer les usines ici, chez nous, et parce que la matière première coûte moins cher ici, ils allaient produire sans beaucoup plus de peine. Mais pourquoi ils préfèrent importer là-bas et exporter plutôt? Donc, importer pour eux, c'est l'importation, pour nous, l'exportation, vous comprenez. Ils préfèrent importer du Congo pour produire là-bas et nous ramener des produits finis. Si dans notre code des investissements, on tenait compte de la franchise fiscale, on oublie d'abord quelques taxes et quelques impôts pour ces activités-là, ils vont venir s'installer chez nous et c'est des usines lourdes de sidérurgie, de métallurgie qui emploient pas moins de 5000 agents. Donc, de l'extraction jusqu'à la transformation. Et si vous en avez 10, 15, 20, vous voyez comment est-ce que cela va jouer sur le chômage, qui encore, c'est un autre agrégat économique. Le chômage au Congo, au jour d'aujourd'hui, c'est alarmant. Plus de 80% de la population active est dans le chômage. Et comment on peut résoudre ça? Seul l'État ne peut pas employer tout le monde, et que d'ailleurs, les entreprises étatiques se plaignent de pléthore. Donc l'État ne peut pas employer tout ce monde. Rester là en train d'attendre l'emploi venant de l'État, en tout cas, on risque de mourir sans travailler. Il faut l'entrepreneuriat. Il faudrait que l'État puisse encourager l'entrepreneuriat de jeunes, l'entrepreneuriat commercial. D'ailleurs, j'avais aimé, au cours de son premier mandat, le chef de l'État avait dit une phrase économique que j'avais vraiment retenue, je ne sais pas si tout le monde l'avait compris comme moi. Il avait dit, il veut faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Les gens ont tout de suite vu la construction des gratte-ciel, tout et tout, et des grands boulevards. Non, pas nécessairement. Si vous regardez l'économie allemande, l'Allemagne est devenue la première force économique de l'Europe, c'est par l'entrepreneuriat, tout simplement. Donc moi, je vis dans le chef de l'État l'idée de créer de jeunes Congolais, de promouvoir l'entrepreneuriat, parce que l'Allemagne s'est construite par l'entrepreneuriat à 99%. Consultez les nets, vous allez me donner raison. À 89%, l'économie allemande est entre les mains des PME, petites et moyennes entreprises. Donc ces PME, ils ont des subsides, ils ont des subventions et ils en produisent en quantité. Ils exportent. L'Allemagne exporte 50%. D'ailleurs, c'est 50,6% de sa production. C'est-à-dire plus de la moitié de la production du pays est exportée. Vous voyez la balance commerciale, cela joue dans la balance commerciale lorsque les exportations sont supérieures aux importations. Parce que la balance commerciale, c'est juste la différence entre les exportations et les importations. Et cela va jouer aussi sur le taux de change. Parce que lorsqu'on part importer,
nous vendons en francs congolais. Et s'il faut aller importer les marchandises qui seront vendues, on doit convertir ces francs congolais en dollars américains ou en monnaie étrangère pour aller vendre. Et ainsi de suite, la devise étrangère devient rare. Et en économie, ce qui est rare et cher, ce qui est abondant et moins cher, on n'arrive pas à maîtriser le taux de change ou on n'arrive pas à le baisser. Alors, il y a eu plusieurs structures qui ont été créées, il y a d'autres qui ont été tout simplement revitalisées. Il y a l'ARSP. Est-ce que l'ARSP, depuis qu'il a été remis sur la route pour qu'elle commence beaucoup plus à suivre les entreprises, est-ce qu'il y a vraiment des impacts sur terrain pour certainement aider à ce qui est les entreprises privées à pouvoir se retrouver dans plusieurs secteurs en RDC? L'ARSP, par sa définition, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Alors, l'ARSP est là, en train de réguler la sous-traitance. La sous-traitance. Voilà. Et l'ARSP, depuis que cette autorité de régulation avait été créée, il y a quand même un bouée d'espoir, beaucoup plus sur le minier. D'ailleurs, beaucoup plus sur les miniers qu'on voit l'ARSP en train d'agir. Et puis, en train de réguler aussi la sous-traitance. Mais si l'on veut absorber ces chômages et si l'on veut produire, mais nous avons 80 millions de terres arables, nous avons la pluviométrie abondante, nous avons des cours d'eau par-ci par-là. Qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Pourquoi doit-on continuer à importer la nourriture, donc disons les denrées alimentaires? Parce que sur mon assiette, je vois les riz qui vient de l'Inde, si pas de l'Inde, de Vietnam, si pas du Vietnam, de Pakistan. Je vois des épices qui viennent de la Chine, je mange les chinchards qui viennent d'ailleurs, je mange des poissons salés qui viennent d'ici et là. Je mange de semoule qui nous vient, je ne sais pas si c'est de la Zambie, si ce n'est pas de la Zambie, de l'Angola. Pourquoi au Congo on n'arrive pas à produire alors que nous avons les nécessaires? Le budget qu'on a débattu la fois dernière au Parlement, je félicite d'ailleurs le gouvernement pour ça. De 18 milliards. Plus de 18 milliards de dollars américains. Il est en augmentation de 26% par rapport au budget de 2024. Ce que moi je préfère, c'est parce que en parcourant le projet de loi de finances, je vis qu'il y a 17% de budget réservé à l'économie, c'est-à-dire à la diversité, à la diversification de l'économie. La diversification veut tout simplement dire l'encouragement pour la production interne. Donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire que l'État veut créer des entreprises diversifiées dans plusieurs secteurs d'activité, mais nous en savons encore le problème qu'il y a dans la gestion de nos entreprises, notamment la politisation, ainsi de suite. Moi, j'encouragerais plutôt l'État dans cette diversification à donner plutôt des subsides aux entreprises existantes, aux industries existantes, et ces industries-là vont beaucoup plus produire et ça va résorber le chômage. Il y a encore 13% de budget réservé à l'agriculture, c'est une bonne chose, on applaudit, mais il faudrait que cela ne se limite pas en chapelet des bonnes intentions. On doit vraiment voir les actions agricoles sur le terrain. Moi, je proposerais sur cette ligne à l'État congolais de créer des parcs agro-industriels dans chacune de nos provinces. Si on n'en a que deux parcs agro-industriels par province, on a 26 provinces, on aura plus de 50 parcs agro-industriels. Et ça sera le boom agricole dans la République démocratique du Congo. Parce que des terres arables, nous en avons en quantité voulue. Si par parc agro-industriel, on prenait même 2500 hectares par parc, ça nous fera 5000 hectares par province. 5000 hectares. Nous en avons 80 millions. 5000 hectares par province fois 26, multiplié par 26 provinces, vous voyez ce que ça fera. On sera autour de 160 000 hectares à cultiver par an. Donc, c'est encore rien du tout, même pas 5% de ce que nous détenons. Et
au bout d'une année, il y aura le boom agricole. Déjà, les agro-industriels emploient beaucoup de gens, donc des travaux préliminaires jusqu'à la récolte, ça emploie beaucoup de gens et ça va aussi résoudre tant soit peu les problèmes de chômage. Au même moment, nous résolvons les problèmes liés à l'alimentation. Au même moment, nous résolvons les problèmes liés au chômage. L'État se limitera juste à jeter ses infrastructures parce qu'on ne peut pas non plus prévoir, produire sur le point agricole sans avoir des routes à desserte agricole parce que ces productions risquent encore de pourrir dans des milieux ruraux sans atteindre des centres de consommation. L'État doit s'employer dans cela tout en subventionnant aussi les agriculteurs locaux et nous allons arriver à assouvir notre besoin de consommation et même à exporter vers des pays voisins. Je le disais autrefois que de la semis à la récolte, le maïs ne vous prend que 3 mois. Au bout de 3 mois, vous avez récolté le maïs. Ça me fait mal, en tant que républicain, de rester comme ça, regarder à la télé une délégation de 5-6 ministres de mon pays qui partent négocier le prix du maïs à l'étranger. Le prix des maïs, quelque chose que nous pouvons produire dans 3 mois. Nous avons plus de 100 millions d'habitants en République démocratique du Congo, d'après les statistiques de la Banque mondiale. Plus de 100 millions d'habitants. Déjà, sur la consommation, on ne se plaindra pas. Avec les 100 millions de bouches qui doivent manger chaque jour. C'est-à-dire que si nous produisons en quantité requise, ça sera consommé. Et puis, les 100 millions ne se limiteront pas seulement à consommer. C'est aussi une main-d'œuvre abondante pour les industries si nous voulons en créer. Qu'est-ce que nous en faisons? Nous avons les ressources naturelles, nous avons les ressources hydrauliques, nous avons hydrographiques, nous avons aussi des ressources humaines. Nous en faisons quoi? Il nous manque juste des matériels aratoires. Nous avons un ministère de l'Agriculture qui malheureusement a raté la saison agricole 2024-2025. Malheureusement. Moi je me demande, mais quand on ne lance pas la saison agricole au Congo, avec tout ce que l'on a, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend faire? Voilà pourquoi cela a poussé le ministre de l'économie à exonérer ou à supprimer certaines taxes, notamment TVA à l'importation, sur les 9 produits phares du panier de la ménagère. Moi, j'ai compris que le professeur Moukoko est venu juste prêter des béquilles parce qu'il a compris qu'on n'a pas lancé la saison agricole. On ne peut pas espérer quelque chose durant l'année la saison 2024-2025 sur le plan agricole. Alors, il faudrait tourner vers l'extérieur. Or, les importations ne sont pas toujours quelque chose à encourager, surtout pour des choses que nous pouvons nous-mêmes cultiver ici. Les riz thaïlandais que nous appelons par exemple les riz jasmine ou les riz majestiques, nous en produisons ici les riz parfumés. Est-ce que vous savez qu'il y a une localité dans la province de la Chopo qu'on appelle Opala, qui est spécialisée en production de riz parfumé? Si vous arrivez à Kisangani, on appelle ça l'Osoya Opala. C'est le riz parfumé. Vous savez, il y a un village, je ne sais pas, le territoire de Binga, au niveau de la province de l'Équateur, aujourd'hui la Mongala, qui ne produit que du riz. Si vous prenez que le territoire et que vous essayez pas vous, l'État essaye de subventionner les agriculteurs, mais on ne va plus importer des riz jasmine. On va d'ailleurs exporter. Ça m'a étonné de voir la RDC signer avec la Chine sur les importations des produits agricoles. Le même ministre de l'Agriculture congolais était là en train de signer. Je me demande si nous n'arrivons pas à produire pour nous-mêmes d'abord. Quelle est la quantité qu'on va exporter vers la Chine? Il y a aussi le projet AGOA qui vient avec les États-Unis d'Amérique en 2025. Donc le marché AGOA, c'est-à-dire le bien agricole africaines qui vont commencer à être commercialisées aux États-Unis d'Amérique. Mais nous ne produisons pas. Nous allons exporter quoi à ces Nous produisons seulement les Ankoro ici. C'est compliqué, M. Jean-David. Nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Donc c'est la politique d'entonnoir renversée. Même des allumettes ici, il fallait qu'on fasse ça ici. Il faut tout commander, il faut tout importer. Et voilà pourquoi le ministre des Finances, il se bat pour stabiliser les taux d'échange. Il ne saura même pas. Il y a un problème, il y a comme de la culture agricole.
vous avez dit tantôt là, c'est que c'est le secteur minier qui a beaucoup plus d'importance ici chez nous. Alors que nous avons des terres arables. Pour vous, c'est qu'il faut au moins qu'il y ait 2 parcs agroalimentaires parce que dans... Par province. Nous avons 26 provinces. 26 provinces. Des parcs par province. Voilà, fois 26, parcs. Vous avez combien de parcs? 13% réservés à l'agriculture dans notre budget. Oui, 13% de 18 milliards. Des 18 milliards. Appliquez les 13% sur les 18 milliards, vous verrez les montants. Alors maintenant, imaginez, ici chez nous, c'est seulement les secteurs miniers. Les secteurs miniers. Alors qu'au niveau du secteur agricole, il y a une certaine négligence. Il n'y a pas une culture. Alors comment faudra-t-il le faire? Parce que beaucoup de gens, ils vous parlent beaucoup plus du secteur minier parce que c'est l'argent un peu facile. Vous investissez aujourd'hui, demain vous avez, mais dans l'agriculture, vous n'allez pas seulement vous arrêter au niveau des maïs, parce que vous parlez de 3 mois. Il y a d'autres produits qui vont au-delà des 6 mois, d'1 année. Alors comment? Monsieur Jean-David, moi je suis républicain. Voilà pourquoi je ne me limite pas qu'à soulevant des problèmes. À chaque problème, je sais aussi les proposer. C'est que moi j'estime que ça peut être des pistes et des solutions. Je pense humblement que dans ces cabinets, dans les différents cabinets de nos ministères, il y a des techniciens. Il y a des techniciens par moment aussi, plus que nous autres. Nous essayons tout simplement de mettre un peu de pisse à leurs oreilles pour qu'ils se réveillent, qu'ils essayent aussi de travailler. Parce que dans ces pays, on peut encore faire quelque chose. C'est possible. Je parlais de 3 mois pour récolter le maïs. Mais ça ne demande pas 1 année, ça ne demande pas 3 ans, ça ne demande pas tout un mandat de 5 ans. Mais s'il y a la volonté, ce que nous sommes en train de dire, vous et moi, concernant l'agriculture, le chef de l'État l'avait aussi soulevé. Lui, il a parlé de la revanche du sol sur les sous-sols. Quand il parle de la revanche du sol, il voit l'agriculture. S'il parle du sous-sol, il voit le minerai. Donc, il est conscient que le sol devait prendre sa revanche sur les sous-sols. Et c'est possible, c'est faisable. Nous avons cité ici les 80 millions de terres arables. Nous avons cité ici l'hydrographie. On n'aura même pas besoin d'irrigation parce qu'il pleut partout. Surtout à l'équateur, c'est toute l'année qu'il pleut. Et nous avons des cours d'eau partout. Mais pourquoi on n'utilise pas cela? J'ai encore soulevé ici les ressources humaines. La main-d'œuvre est là. Il manque juste le matériel zaratoire. C'est-à-dire, l'État doit subventionner les agriculteurs, peut-être en les amenant des tracteurs, peut-être en les amenant des bateaux. Des moyens aussi, moyens, au fait, oui, de moyens pour qu'ils se prennent en charge. Et puis, le boom agricole est possible. Moi, j'ai proposé, si l'État dit que non, c'est difficile d'entrer en contact avec tous les agriculteurs, moi, je proposais 2 parcs agro-industriels par province. Ils peuvent même travailler avec le ministre de l'Intérieur, qu'il va lui travailler avec des gouverneurs de province, et que dans chaque province, l'État alloue un peu de moyens agricoles au gouverneur. Chaque gouverneur est responsable de ces 2 parcs agro-industriels. Nous pouvons aussi préparer un projet de loi allant dans ces sens, parce qu'ils doivent quand même avoir un soubassement juridique pour poser des actes. Donc, un projet de loi dans ce sens, et 2 parcs agro-industriels par province, on aura tout de suite un boom agricole en 1 année. Ça ne fera même pas quelque chose de 3, 4 ans, en 1 année. Il y aura un boom agricole et il y aura aussi quelque chose, la résorbante de chômage. Le taux de chômage va baisser parce que chaque parc agro-industriel va employer des gens. Donc c'est à l'État, au fait, de subventionner et puis de booster cela. Et pour des agriculteurs autonomes, nous avons parlé des routes à dessert agricole. D'ailleurs, je m'en réjouis avec le projet 145 territoires, le PDL 145. Donc c'est le développement à partir de la base. Si ces programmes est mis en place, même par des routes à terre bâtie, pour permettre à ces agriculteurs de pouvoir sortir leurs récoltes de leurs milieux ruraux vers les centres de consommation, on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. L'État peut encore créer des cantines.
Il y a des cantines militaires, des cantines policières pour essayer un peu de prendre tout ce qui est produit afin d'éviter les invendus. Et aussi des moyens de communication entre provinces, c'est-à-dire ce qui est produit en Équateur est consommé à Kinshasa, ce qui est produit au Congo central est rare à l'Équateur, ainsi de suite. Il y a des méthodes de chiasme, de voies de communication, comme par exemple la réhabilitation des chemins de fer. Ça aussi, c'est un problème, le moyen de communication. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au niveau du Katanga, il y a les maïs qui sont produits au niveau de Kabondo. Oui. Pour que ça arrive, Kabongo, pour que ça arrive à Lumbashi, c'est tout un problème. Et des maïs qui pourrissent là-bas. Et vous avez parlé aussi des riz produits au niveau de l'Équateur. Pour que ça arrive à Kinshasa, c'est un problème. Il faut que l'État aussi mette des moyens pour permettre à ce qu'il y ait un peu cette communication. Oui, mais le moyen, les routes sont là, mais elles sont défectueuses. Il y a des chemins de fer qui nécessitent l'entretien. Il y a des cours d'eau qui nécessitent l'irrigation, l'entretien. L'entretien dans les cours d'eau, là, on parle de curage. Il faut curer certains tronçons du fleuve, de certaines rivières pour permettre cette navigabilité, la facilité de navigation. Parce qu'on ne peut pas commencer à faire la communication des produits agricoles par des avions. D'abord, les avions, nous n'en avons pas. Je suivis votre tranche matinale, vous parliez tantôt de Congo Airways qui manque d'avions, tout ça. Donc, on ne peut même pas envisager cela. Si on essaie, l'État essaye de subventionner la SNCC, ça résoudra le problème de Katangé, le problème de chemin de fer. Donc, si la SNCC est en marche, on n'aura plus des maïs qui pourrissent à Kabongo, alors qu'à Mbujimaï, on en a besoin. Et si on essaye aussi de créer des services nationaux, parce qu'aujourd'hui, l'État s'en réjouit de 16 000 tonnes de maïs produites par le service national. Mais ce que nous proposons là de départ par province, on aura ces 16 000 là, par exemple, 32 000 pour chaque province. Parce qu'on a les gens ont peur avec ce qui s'est passé, le parc agro-industriel de Bukangalonzo. C'est le problème de la gestion. Nous avons épinglé ça. Il faut qu'on essaye d'être sérieux dans ce qu'on fait, qu'on évite un peu de politiser nos entreprises, qu'on laisse nos entreprises évoluer dans leur concurrence, que les entreprises congolaises soient aussi concurrentielles, parce que nous sommes à l'époque de l'intelligence économique. Ils doivent aussi mettre leur intelligence économique en place. Mais lorsque, à la tête de chaque entreprise, il n'y a que des politiciens, et ces politiciens-là sont nommés de manière que nous savons, vous et moi, tenant compte des quotas, ceci, cela, nous avons des députés, nous avons, sans tenir compte. À l'époque, il y avait le concours pour le mandataire des entreprises publiques. Copirep, évidemment, avec le professeur Yulou Kamba à l'époque. Bon, je ne sais pas ce que cela a été, pourquoi on a reproché à Copirep cela, mais aujourd'hui, nous avons le BCECO. Le BCECO peut aussi faire ça. Donc, au moins, dans chaque entreprise créée, qu'on mette des gens capables. Et puis, qu'on mette aussi le système de contrôle après, parce qu'il n'y a pas de gestion sans contrôle. Il n'y a pas de gestion sans audit. Lorsque les mandataires agissent en patron, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a que l'IGF derrière eux. Bon, nous avons de la Cour des comptes, nous avons beaucoup de structures de contrôle de gestion. Il faut tout simplement les activer, il faut tout simplement les motiver. Voilà, merci beaucoup pour ces très belles analyses, surtout pour notre économie en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Lambert Tamboué. Merci beaucoup, monsieur Jean-David. Voilà. Alors, on continue notre matinale.